tous. Ravi de vous retrouver pour ce septième webinaire Green to Market. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints. On va, pour ce septième épisode, parler de business model responsable et durable. Donc, je suis Florence Roulinck. Je dirige l'entreprise Marketing et Compagnie et nous avons créé il y a 3 ans la marque Green to Market pour accompagner les entreprises dans la réduction de l'impact environnemental de leur offre, que ce soit pour leurs produits ou pour leurs services. Donc en fait, Green to Market, c'est l'association du marketing responsable et de l'éco-conception pour réduire cet impact environnemental. Très concrètement, on s'appuie bien sûr sur l'environnement pour travailler sur des innovations qui permettent d'assurer une pérennité à l'entreprise dans son offre et qui permettent aussi bien sûr de se différencier sur un marché. Donc aujourd'hui, Green to Market, c'est une méthode qui a 3 ans de vie. Donc on éprouve dans les différentes entreprises dans lesquelles on travaille. Et cette méthode, elle se décline en 3 grandes étapes. La première étape, ça consiste en fait à faire un audit de marché avec à chaque fois les aspects environnementaux. Donc on regarde effectivement les éléments externes, les éléments internes afin de pouvoir définir les enjeux Green to Market. Dans un second temps, on va définir toute la stratégie marketing autour de ces enjeux environnementaux, en travaillant notamment sur des cibles par rapport à leurs attentes environnementales et pour définir un positionnement du produit ou du service sur lequel on va travailler. La dernière étape consiste à mettre en place le développement du projet. Donc pour ça, on travaille bien sûr avec une équipe. Et on va dans l'accompagnement jusqu'au lancement et jusqu'à la communication qui est associée à ce produit ou à ce service. Donc, on met en place l'offre sur le marché. Donc, voilà en quelques mots très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas encore la méthode Green to Market, son fonctionnement. Voilà, donc on va passer maintenant donc cette méthode qu'on a travaillée et mise au point avec le pôle éco-conception. Je vais passer la main à Samuel Meyer qui va nous parler un peu du pôle. Bonjour Samuel. Bonjour à toutes et tous. Donc, Samuel Meyer, je dirige le pôle éco-conception. Puis voilà, c'est avec Florence, on s'est associé pour la méthode Green to Market. Je ne vais pas revenir dessus. Juste peut-être un point, parce qu'on est sur un webinaire qui est un petit peu particulier aujourd'hui. On va parler de modèle économique. Je vais revenir un petit peu sur ces éléments-là. Mais peut-être juste avant de vous rappeler que Green to Market, effectivement, c'est un livre voilà, qui s'appelle Green to Market et des formations. Donc, je vous laisse voir les dates des formations. Et je voulais vraiment remercier Florence, parce que quand on a développé tout ça, forcément, ça aurait pu être une méthode propre que Florence aurait pu garder, puis qu'on aurait déployée en partenariat. Et Florence a vraiment souhaité dès le départ à ce que ça soit diffusé le plus largement. Donc, on propose ces formations pour que vous puissiez être en mesure de, sur la base de ce qu'on a écrit, développer tous ces éléments-là. Je ne sais pas si tu voulais rajouter un point là-dessus. Non, c'est exactement ça. Donc les prochaines auront lieu au mois de mars en distanciel et les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour ces modules qui sont des modules de 2 heures et demie et qui sont très opérationnels. Voilà, c'est moi avec une vieille photo, il faudra qu'on la modifie. Mais c'est pas grave, je suis pas le seul. Alors, tout d'abord, je voulais vraiment revenir sur un point parce que l'éco-conception évolue, c'est normal. L'éco-conception, c'est une méthode cadre, voilà, et qui est définie par des référentiels et des référentiels normatifs. Et actuellement, on travaille à la révision de la norme NFX 30264, qui est la norme française, qui explique les différentes étapes de la démarche d'éco-conception. Et alors, c'est tout neuf puisque je reviens tout juste de Paris, puisque je préside ce groupe de travail à l'AFNOR et on a géré tous les commentaires liés à l'enquête publique hier. Voilà. Et donc, on ne désespère pas d'avoir une présentation, enfin, que la norme soit disponible sur le premier semestre de 2025. Juste pour vous dire l'évolution qui est importante. Je ne vais pas rentrer dans la norme, ce n'est pas l'objet, on pourrait faire un webinaire, mais c'est sur les principes de l'éco-conception. Et donc, on va parler qu'on peut développer des systèmes. Quand on appelle un système, c'est un produit, un service,
un produit et un service. Et justement, on reviendra dans les exemples sur tous ces éléments-là. Et qu'on s'approprie, enfin en tout cas, on doit prendre en compte les parties prenantes, internes et externes. Alors ça, on est plutôt favorable si on l'a poussé grâce à la méthode Green to Market dans la norme, hein. On s'est appuyé là-dessus. On garde une approche multicritère, multi-étapes, le transfert de pollution et transfert d'impact. Mais surtout, voilà, je reviens sur le 4.3, le chapitre 4.3, c'est qu'il y a une prise en compte des modèles économiques. C'est-à-dire que l'éco-conception, c'est pas uniquement faire de la même chose avec moins, c'est réfléchir à de nouveaux modèles économiques et comment on peut s'approprier tout ça. Et donc, ce qui est écrit dans la norme et qui est proposé, alors je vous ai mis un schéma du pôle qui est un peu plus peut-être détaillé, mais grosso modo, regardez bien la légende. Il y a, on va dire, faire comme avant, plutôt une approche linéaire, ce qui a été marqué business as usual. Euh, voilà, donc faire mieux avec moins. Très bien, ça peut être une solution. Il y a des modèles de circularité, c'est-à-dire boucler les boucles, c'est-à-dire utiliser des ressources qui sont devenues, enfin voilà, qui sont plus opérantes pour les reboucler. Alors, la circularité, elle peut être liée à du recyclé, recyclable, de l'agro-sourcé, du biodégradable, etc. Le deuxième point, et on a on entend de plus en plus parler, c'est comment l'allongement de la durée de vie. Donc, c'est toutes les stratégies de réutilisation, de remise à neuf, de reconditionnement, etc. C'est-à-dire de travailler sur la phase d'usage pour éviter justement qu'on arrive à un statut de déchet ou qu'on soit obligé d'opérer de la valorisation matière. Et le troisième point, le troisième modèle économique qui est proposé, c'est ce qu'on appelle l'intensification d'usage. L'intensification d'usage, c'est-à-dire qu'on va modifier, on va dire, les systèmes de propriété pour que un produit, une infrastructure, un service se profite au plus grand nombre en vue voilà, de découpler la croissance économique de la consommation de matière. Alors, ça peut prendre quelle forme? Ça peut prendre la forme de l'économie du partage, ça peut prendre, alors ça c'est l'économie, ou pas d'ailleurs, hein, c'est le partage. Ça peut prendre la forme des systèmes produits-services, c'est-à-dire comment associer de plus en plus de services aux produits, ça peut être de la location ou autre, et ça peut être aussi de l'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire que on n'est plus propriétaire d'un produit, mais on en a l'usage sur un temps particulier et tout le reste, c'est partagé avec d'autres usagers possibles. Et justement, notre webinaire, on souhaitait justement revenir là-dessus parce que modifier un modèle économique, ça nécessite une analyse stratégique. Et je rappelle, voilà, dans la méthode qui a été présentée, le positionnement stratégique, le positionnement marketing, ce sont des choses très très importantes pour modifier les modes de consommation et de production. Et donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir, hop, je ne sais pas si je l'ai, hop, d'avoir on va dire, trois retours d'expérience. Je vous présente, je fais un premier tour top, ou tu veux le faire peut-être, Florence, c'est comme tu veux. Tu présentes nos chers Eh invités. ben, je te propose peut-être de les laisser se présenter directement, comme ça on aura la Ouais, primeur. ok. Alors, avec nous, on a Bruno Ray. Salut Bruno. Bonjour, enchanté. Euh, on s- alors, Bruno Ray, j'ai 48 ans et j'ai fondé l'entreprise DAU en 2018 et nous sommes fabricants de mobilier et agencement zéro déchet. Voilà, donc on va être sur la boucle de circularité. Avec nous, on a aussi Johan Laroussini, excuse-moi, Pas de j'ai souci. loupé. Si, donc, oui, Johan Laroussini, j'ai créé une nouvelle structure en 2020, en fait, en février 2020, donc juste avant le confinement. Et donc, du coup, j'ai eu le temps de repenser le modèle, en sachant que je suis dans le même métier depuis, enfin, entrepreneur dans les services informatiques depuis une vingtaine d'années. Voilà, et j'ai eu le temps de repenser le modèle et justement d'intégrer une dimension éco-responsable. Voilà. Et là, donc là, on verra un retour d'expérience justement sur l'allongement de la durée de vie des produits, ces produits informatiques. Et puis, on a avec nous Yann Lemoine, alors, qui est en low-tech aujourd'hui.
Bonjour, ouais, la caméra marche plus, mais je garde mon PC quand même. Yann Lemoine, j'ai fondé Les Biens en commun. On est une entreprise qui propose un service de location d'équipements du quotidien, donc pour favoriser le partage de ces équipements plutôt que l'achat et la propriété individuelle. Voilà. Donc, on sera sur un exemple d'intensification d'usage. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer tout de suite par la boucle de circularité avec Bruno. Donc, Bruno, tu peux nous présenter un petit peu ton modèle, comment ça se passe chez Dahu? Oui, avec grand plaisir. Donc, DAU, c'est un acronyme, ça veut dire déchets à haute utilité territoriale Savoie. Et en fait, l'entreprise DAU est née de trois événements qui m'ont amené à réfléchir et à vouloir faire différemment de ce que j'avais fait précédemment. En fait, j'ai eu un tout petit pépin de santé, mais qui m'a obligé à m'arrêter au stand, c'est ce que j'aime dire. Et à l'issue de cet arrêt forcé, j'aurais pu retourner dans la boucle de l'économie linéaire dans laquelle j'avais œuvré dans plein de secteurs. Mais j'avais l'impression d'avoir fait le tour et je ne voulais pas retourner comme un hamster dans sa cage. Le marché de l'emploi ne comprenait pas la l'aspect linéaire de mon CV parce que j'avais œuvré dans plein de secteurs différents. Et puis surtout, je voulais faire quelque chose qui ait du sens parce que j'avais 40 ans et je considérais que j'avais fait plein de choses très intéressantes, différentes les unes des autres, mais je voulais consacrer la deuxième partie de ma vie professionnelle à une œuvre qui avait plus de sens que ce que j'avais fait précédemment ou je voulais faire différemment. J'ai pu rencontrer Christian qui était designer et qui œuvrait dans le réemploi. J'ai rencontré plein d'acteurs et puis en fait c'est un premier gisement qui nous a amené à créer DAU. Et Samuel, je te laisse passer à la slide. Voilà. En fait, en discutant entre deux portes avec mon voisin, il m'a dit dans l'entreprise où je travaille, il y a plein de palettes qui passent du statut palette au statut déchet, simplement parce que cette ressource-là n'a pas le format idéal que tout le monde recherche, à savoir les palettes Europe. Et donc, une fois qu'elles arrivent sur le parking de l'usine, on ne sait quoi en faire. Et aujourd'hui, c'est transformé en bois énergie. Donc, moi, j'ai mis quelques palettes dans les mains de Christian et son savoir-faire a fait le reste. Et on a commencé à créer du mobilier en bois de palette. Donc, j'insiste sur le fait que c'est le gisement initial avec lequel l'aventure a démarré. On n'avait pas pris le bois le plus facile à transformer. Mais en fait, nous, on a été un peu plus loin dans la conception et la réflexion autour de ça. On a créé une machine qui permet de démanteler les palettes de façon pneumatique et sans effort. Et cette machine, on l'a conçue avec un prestataire qui nous l'a confiée. Et cette machine, on l'a même transférée à des travailleurs handicapés. Donc en fait, on a vraiment été disruptif dans la façon d'aborder la fabrication de mobilier. Et aujourd'hui encore, les gens considèrent que DAU fait du mobilier en palette. C'est une partie de notre business model, si je peux employer ces mots. Mais en fait, on repart toujours de la latte et de la traverse. On a une photo ici à gauche où on voit le nombre de lattes et de traverses qu'on a pu démanteler grâce à la machine et sans effort. Et à partir desquels on a fait nos premiers prototypes. Et grâce à ces traverses, on a pu faire plein de bureaux et on répond aujourd'hui à la commande publique. Et puis après, on nous a proposé un second gisement qui sont les panneaux mélaminés du groupe Fournier, donc, qui sont vraiment à côté de nous. Tu m'excuses, hein, Bruno, j'ai un petit souci technique, donc il y a des trucs qui passent, mais j'arrête de toucher et je remets en route au bon endroit. Donc tu t'inquiètes pas. Donc en fait, au fil des années, on nous a soumis des gisements plus ou moins intéressants et puis nous, on a su, par expérimentation, souvent par erreur, mais je pense que les inventions, elles arrivent comme ça, c'est souvent une erreur au départ ou la volonté de faire différemment. On a pu identifier des gisements locaux qui étaient mal valorisés ou qui consistaient à recycler le bois, mais souvent recycler le bois, c'est faire du bois énergie. Et on a pu faire une gamme catalogue et aujourd'hui, on a deux métiers. On vend du mobilier en série qui est produit par des travailleurs en situation de handicap
qui fabrique pour nous les modèles en série de notre catalogue. Et on fait de l'agencement sur mesure, toujours avec la boucle de circularité, pardon, parce que dedans, on met à 95% les panneaux que nous cède le groupe Fournier, soit parce que les coloris sont en fin de vie, soit parce qu'il y a eu des erreurs au niveau des coupes. Donc en fait, c'est ça qu'on dit que 99% de notre mobilier est upcyclé, même si le mot n'est pas rentré dans la législation française. Et puis quand les projets l'exigent, on met des matières qu'on achète en le précisant aux clients quand, par exemple, il y a des normes incendies que nous, on n'arrive pas à résoudre avec les matériaux. Merci Samuel. Qui sont dans notre stock. Parce qu'en fait, la démarche qu'on a mis en place, c'est on a un atelier dans lequel on stocke les morceaux de bois qu'on trouve sur le territoire. Et moi, ma volonté, c'est de trouver des gisements qui soient à la fois standards dans leur forme et récurrents. Alors là, on a un très bel exemple d'un one-shot à la destruction de Roche Expo. Et on nous a dit il y aura plein de bois. Et effectivement, quand j'ai vu les poutres de la mêlée collées, j'avais les yeux pleins d'étoiles. Après, dans le BTP, la dépose, c'est plutôt de la démol. Et en gros, on a récupéré 5% du gisement qui était sur site, tellement on va dire que les acteurs n'avaient pas l'habitude et ils ont fait comme on fait habituellement à l'ancienne, puisque le temps, c'est de l'argent, donc il fallait aller vite pour déconstruire les bâtiments, pour reconstruire les nouveaux. Et ils ont arraché une 95% des poutres qui étaient une charpente bois et métal. Sur la photo de droite, on voit des poutres qui sont plus petites, mais qu'on a pu récupérer et qu'on a pu réutiliser dans un marché public. Je veux bien que tu descendes, Samuel. Notamment, alors c'est beaucoup plus bas. Descends encore. Bah voilà, là, il y a une boutique de fleuristes. Et puis là, vous avez du mobilier qui a été mis dans un espace de coworking, de pépinière même, pour le Grand Annecy. Donc en fait, si on reparle du modèle, on avait vraiment la volonté, Christian et moi, de faire différemment de ce qui se fait d'une menuiserie et on a sous-estimé les déchets bois qu'on était susceptible de trouver sur notre territoire. Après, les problèmes auxquels on a été confrontés, c'est les problèmes logistiques, puisque les déchets ou la matière délaissée par les industriels, il faut la transporter du point de stockage chez eux à chez nous, et le bois, ça pèse très vite lourd, il faut des gros moyens. Le stockage tampon chez nous au prix du foncier qui pose beaucoup de soucis puisque nous, on stocke la matière juste à côté de notre local de transformation. Pour autant, on a trouvé des solutions à chacun des problèmes rencontrés. Et aujourd'hui, après 7 ans d'existence, on répond à des très beaux marchés publics. On a même fait les bureaux du pôle éco-conception à Saint-Étienne et on est très content de ce partenariat. Et on m'a demandé si la vocation de DAU, c'était de détourner des déchets ou plus de faire de l'éco-conception. Et nous, chaque morceau de bois qu'on récolte, on essaye de l'optimiser dans sa transformation en mobilier. Et donc, je dis souvent qu'on fait les deux, c'est-à-dire qu'on a vocation à réduire l'impact de nos partenaires industriels et on a vocation à faire de l'éco-conception sur tous les meubles qu'on produit, puisque l'ambition qui fait sourire les gens, mais vraiment l'exemple, c'est de devenir l'IKEA de l'upcycling, à la différence près que nous, on met des inserts métal dans du bois massif, donc vous pouvez démonter et remonter nos bureaux, j'allais dire, à l'infini, puisque les inserts ne bougent pas une fois que les bureaux sont démontés. Donc voilà ce que je peux dire du business model qu'on a développé. Alors, aujourd'hui, je suis très content du chemin parcouru, mais on s'est heurté à plein de résistances des acteurs classiques et même on nous a souvent pris pour des fous quand on a commencé à démonter des palettes pleines de clous. Donc, il a fallu de la ténacité et de la persévérance. Pour autant, on voulait vraiment faire différemment et on savait que le modèle en place ne nous convenait pas et que les ressources vont se raréfier de plus en plus. Et donc, avec les ressources qu'on a de façon territoriale, on a largement de quoi faire, même plus que notre capacité à transformer. Juste un point très court, Bruno, parce qu'on nous pose la question, on a beaucoup parlé de la palette. Les panneaux, ils sont faits de quoi?
Les panneaux, c'est les panneaux qui servent à fabriquer les cuisines du groupe Fournier. C'est des panneaux de mélaminé de 19 mm. C'est le panneau que vous retrouvez à Leroy Merlin. En fait, les panneaux, ils nous servent à faire les plateaux de nos bureaux. Donc, on utilise, tu peux revenir sur une photo Ouais. Attends, en excuse-moi. amont, juste avant. Vous voyez On peut-être utilise les sur panneaux. celle-là. Celle-là est très bien. Donc, les piétements de nos meubles sont fabriqués 100% en bois de palette et on est assez content parce que certaines personnes ne décèlent pas que c'est du bois de palette parce qu'il est vraiment travaillé, pas comme une palette qu'on coupe en deux pour faire une banquette. Et on se sert à des panneaux qu'on nous cède pour faire les plateaux de nos bureaux, ce qui fait que les plateaux sont lessivables, on peut faire un trou passe-câble et c'est le standard qui est un peu développé pour tous les bureaux. Les clients sont habitués à avoir des bureaux. On peut faire des plateaux en bois massif, mais l'usage au quotidien est plus compliqué. Et malheureusement, le bois massif, sauf à avoir un temps de séchage très considérable, ça bouge toujours, tandis qu'un panneau de méla, c'est pas hyper écologique dans sa conception, mais c'est stabilisé. Et puis nous, on a le mérite de les réemployer. Donc, ces panneaux, ils ont une deuxième vie quelque part et on est très content de les avoir. Et Merci en fait, beaucoup, Bruno. dis-moi. Ouais, je te propose, pour qu'on ait le temps Oui, il faut passer à d'avoir la tout le suite, monde, bien sûr. tu veux que j'introduise Johan ou tu le fais, Florence, comme tu veux? Alors, attends, bah, je fais les deux parce que comme j'ai un souci, je sais pas ce qui s'est passé avec mon diaporama et ça a tout planté. D'accord. Ouais. Et ben écoute, du coup, un petit mot pour introduire Yann, donc qui lui travaille sur tout ce qui est location de matériel, petit électroménager, mais pas seulement. Yann, je te laisse peut-être présenter ton activité et ton business model qui est très original aussi. Ouais, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Donc, Yann Lemoine. J'ai fondé les biens en commun il y a 5 ans. Enfin, je me suis lancé dans le projet il y a 5 ans. La boîte a 3 ans. Aujourd'hui, on a une équipe de 8 personnes basées sur Lyon. Et l'idée, en résumé, c'est de proposer une alternative qui soit désirable à l'achat des équipements du quotidien. Si tu veux passer à la slide suivante. Le constat de départ, c'est qu'on est tous équipés tout un tas de trucs qu'il a fallu produire, qu'on va jeter, qui contribuent à rendre nos modes de vie non durables. Et en plus, c'est des équipements qui coûtent cher pour beaucoup de personnes, qui prennent de la place pour tout le monde et qui sont faiblement utilisés. Donc, partager, c'est évident que ça fait sens. Dans l'idéal, les gens y partageraient entre eux. Je ne suis pas technophile. Je pense que le monde demain devrait être sobre ou ne sera pas. Mais en attendant le grand changement financier, socio-économique et culturel que cela implique, et ça, c'est un programme politique de niveau national ou international, bah, il faut faire avec la situation actuelle. Et la situation actuelle, c'est que les gens, ils ne sont pas prêts à accepter des contraintes pour l'environnement et que partager entre voisins, ça impose des contraintes, d'où le fait que ça ne se démocratise pas et la location chez Kiloutou ou Leroy Merlin de même. Donc en fait, un peu comme sur tous les autres aspects de nos modes de vie, ce qu'il faut aujourd'hui, et je crois que c'est la slide suivante, c'est trouver une alternative, des alternatives qui soient désirables à nos modes de vie actuels, qui soient rentables économiquement parce qu'on ne fait rien si ce n'est pas rentable dans ce modèle qui est complètement obsolète de mon point de vue, mais je ne vais pas m'éteindre, et systémique, c'est-à-dire que c'est très bien de trouver un truc qui a un impact local, mais aujourd'hui, on a besoin d'un impact système. Et globalement, c'est très compliqué de trouver des initiatives qui valident désirabilité, rentabilité, scalabilité et impact. Et c'est pour ça qu'on fait des petits pas depuis 20-30 ans. Par rapport à nous et aux équipements du quotidien, en fait, j'ai eu l'idée en 2016, tu peux passer à la slide suivante, quand je cherchais ma voie chez EDF, et je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas transposer le modèle qui a bien marché avec les vélos en libre service, mais aux équipements du quotidien? Et donc, c'est ce qu'on propose en fait. C'est vraiment ça. On est un petit JC Déco, enfin tout petit JC Déco. Mais l'ambition, c'est de devenir un grand JC Déco. On installe des casiers connectés dans les lieux de vie, commerce, entreprise, bâtiments publics, résidences. On y met à disposition du matériel. Donc, le matériel nous appartient. Ce n'est pas du partage entre voisins, c'est de la location d'ultra proximité. Ultra proximité étant permise par les casiers. Vous avez une appli qui vous permet de réserver pour aujourd'hui ou dans quelques semaines, pour quelques heures ou plusieurs jours, les équipements qu'on met à disposition, des équipements qu'on adapte en fonction de l'endroit, évidemment.
Ça peut être de l'électroménager pour du ménage, l'aspirateur, le faire repasser, le détacheur à tissu, le nettoyeur à vapeur. Ça peut être du bricolage, ça peut être du jardinage, ça peut être de l'appareil de cuisine, ça peut être vidéoprojecteur, etc., etc. Et puis, on s'occupe de tout. Donc, c'est vraiment clé en main pour le gestionnaire qui nous installe et c'est clé en main ensuite pour les clients qui nous utilisent. On essaie le plus possible d'impliquer les gens dans la vie du service parce que ça ferait sens. Plus les gens sont impliqués, plus ils utilisent de manière respectueuse, moins on a de casse, donc boucle vertueuse. Et puis également, c'est juste un beau projet, je pense, d'essayer d'impliquer les utilisateurs et de créer des petites communautés sur chaque installation. Slide suivante. Donc, comme je le disais, on peut installer les casiers un peu partout. Et l'idée pour moi, c'est que demain, dans votre quartier, vous ayez accès à un service de location pour tout type d'équipement. Mais en fonction de l'équipement et donc en fonction du cas d'usage, les casiers seront dans votre immeuble ou dans votre Franprix ou dans votre bibliothèque ou dans votre entreprise. On adapte les équipements en fonction de l'endroit. Et puis les tailles des casiers, évidemment, et les durées de location. Slide suivante. Alors, pourquoi est-ce qu'on est convaincu que ça peut permettre d'avoir un impact systémique, contrairement au partage entre voisins ou la location chez Kiloutou? C'est parce qu'on revient à cette question de désirabilité. Et la première des choses pour que quelque chose soit désirable, c'est que ce soit non contraignant. Et pour que ce soit non contraignant, en fait, il faut que les gens retrouvent les avantages que leur confère la propriété. Aujourd'hui, quand on est propriétaire, on a la garantie de trouver l'équipement qu'on cherche. Il est à proximité, disponible 24/24, on est autonome, on sait que ça fonctionne bien. Donc, nous, avec les casiers connectés, le plus proche possible de chez vous et avec un service que l'on gère, nous, on essaie de vous garantir ces 5 avantages-là. Et puis, du coup, l'idée, c'est que vous n'ayez plus que les avantages du partage sans les inconvénients. Donc, accès à plus, à mieux, pour moins cher, avec un gain de place. Donc, que vous ayez un intérêt individuel, égoïste, à basculer. Mais parce que tout le monde a un intérêt à basculer, parce qu'on fait basculer tout le monde sur 2, 4, 6, 8, 10 ans, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, on a un impact important, aussi bien social, en démocratisant l'accès à des équipements de qualité pour tous, qu'environnemental, si tu peux passer sur la slide suivante, qu'environnemental avec une réduction significative de la production d'équipements et donc de la consommation de ressources naturelles et de différentes formes d'impact, dont l'impact carbone. Globalement, bon là, on a fait une ACV, une analyse de cycle de vie avec l'Université de Toulon. Ça vaut ce que ça vaut. Il y a énormément d'hypothèses dans une ACV, mais moi, l'exemple que je prenais très, très souvent auparavant, et puis que j'utilise toujours, c'est imaginer un immeuble aujourd'hui, 50 appartements, 50 aspirateurs qui passent 99% du temps dans un placard. Si demain, on arrive à avoir un immeuble 50 appartements, 5 aspirateurs éco-conçus, robustes, réparables, ça sur 25 équipements, ça sur 1000 sites sur un territoire, voilà, je pense qu'on comprend vite que l'impact environnemental peut être massif. Slide suivante. Donc, on peut embarquer beaucoup de monde parce que c'est pratique, parce que c'est visible. Ça, c'est important aussi. Une fois qu'on a conscience d'un problème, il faut retrouver une solution. Et ce n'est pas forcément facile d'aller trouver la solution sur Internet ou quoi que ce soit. Avec nos casiers, si on arrive à les déployer massivement sur un territoire, la solution sera visible. C'est facile à déployer à l'échelle d'un territoire puisqu'on n'a pas besoin d'un local dédié. On peut installer les casiers dans tous les bâtiments existants. Et comme je l'ai dit, il y a de nombreux cas d'usage. Et puis enfin, au-delà, on espère de vraiment permettre de mutualiser l'utilisation et donc de réduire significativement la production et la génération de déchets. Étant donné que c'est une initiative portée par une structure qui, j'espère, sera d'une certaine taille à un moment ou à un autre, on pourra travailler avec l'amont et l'aval de la filière pour durabiliser la filière en éco-concevant les équipements avec Seb, avec Bosch, avec Stihl, avec Karcher, qui sont nos partenaires actuels, et puis en optimisant la fin de vie. Slide suivante. Aujourd'hui, on en est où? On a 26 sites installés, pas aux 4 coins de la France. On a réussi à concentrer sur le quart nord-est, on va dire Lyon, Grenoble, Strasbourg, Paris. Mais on arrive à Bordeaux, on arrive à Nantes. Ce n'était pas forcément le projet initial. Le projet initial, c'était de déployer avec une approche territoriale sur Lyon en faisant 50-100 installations sur Lyon, consolider le modèle et ensuite l'essaimer en créant des coopératives ou des franchises sur chaque territoire. Mais pour l'instant, on n'a pas encore réussi à convaincre un territoire de se lancer. Donc, on est un peu éclaté. On est éclaté, mais ça ne pose pas de problème. Ça ne permet pas d'optimiser les opérations, la communication, etc. Donc, on se donne moins de chances de réussite. Et je suis toujours à la recherche d'un territoire pilote. Et je parle beaucoup avec les collectivités, mais c'est long. Et puis, il y a les élections qui arrivent. Donc, mais d'un point de vue opérationnel, on ne prend pas l'eau parce que globalement, et ça, c'est les deux, 3 derniers points, c'est qu'on a plus de 6000 réservations.
les gens sont super respectueux, on n'a pas de casse, on n'a pas de vol, donc faisons-nous confiance, et les gens sont super contents. Donc, même si on a des installations à Suresnes, à Compiègne, à Strasbourg, et que nous, on est basé sur Lyon, le service tourne quand même bien parce que les gens sont respectueux. Comme vous voyez, on avait commencé par des résidences étudiantes, et puis aujourd'hui, on a des cas d'usage très variés, et en 5 ans, mon REX principal, globalement, c'est que si ça doit démarrer, et on espère que ça va le faire dans les prochains mois, ça démarrera en déploiement dans des endroits ouverts au public sur un quartier, c'est-à-dire un commerce, un bâtiment public, etc. Dans une résidence, à moins que ce soit une très grande résidence, il n'y a pas encore assez d'utilisateurs pour qu'il y ait un modèle économique qui tienne. C'est-à-dire que pour l'instant, les gens n'ont pas l'habitude de louer, ils sont équipés, et donc on a des pourcentages d'utilisateurs actifs assez faibles. Donc il faut qu'on puisse toucher plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes pour trouver un modèle rentable à l'échelle d'un site assez vite pour plaire aux investisseurs et aux banquiers. Donc, on est en train de pivoter un petit peu. Et là, on a 30 déploiements prévus dans les 3 prochains mois. Donc, c'est bien, on accélère. Mais c'est clairement des commerces, Franprix, Super U, Intermarché, Auchan, et des multinationales. Et j'espère que des bâtiments publics vont rejoindre la danse. Mais globalement, des endroits où on touche des milliers de personnes et pas que 50, 60 personnes. Slide suivante, et c'est sur le modèle économique, mais je viens de faire une petite ouverture. Hein. Comment ça marche? Il n'y a pas de modèle si le gestionnaire du lieu de vie ne finance pas l'installation initiale, parce qu'on a des paniers moyens qui sont assez faibles. On veut que le service soit démocratique, accessible à tous, et puis de toute façon, on ne peut pas louer trop cher, parce que sinon, les gens ils vont préférer acheter. Et puis, comme je vous l'ai dit au début, il n'y a pas une utilisation énorme. Donc, globalement, le chiffre d'affaires généré par les locations, on ne compte pas dessus pour couvrir le coût d'installation. Donc, on demande au gestionnaire du lieu de vie de financer l'installation, soit en payant d'un coup au setup, il n'a plus rien à payer, soit en prenant un abonnement avec une durée d'engagement de 36 mois. Et ensuite, l'objectif, c'est que les coûts opérationnels, eux, soient bien couverts par le chiffre d'affaires généré par les locations. Pour l'instant, c'est du paiement ponctuel. On est en train de réfléchir à un modèle d'abonnement en option. Je pense que ça sera indispensable pour que ça rentre vraiment dans les mœurs. Et comme Deezer, Netflix, etc., vous payez 10-15 € par mois pour avoir un accès illimité au service. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Il me semble. J'avais plus d'autres slides. Yann, merci beaucoup. On prendra les questions. Non, mais vraiment très court, parce que je pense que ça va être traité rapidement. Yann, la problématique d'accessibilité, parce que tu t'en parlais tout à l'heure, sur les personnes seniors, etc., est-ce que c'est des choses qui sont prises en compte ou pas, ou c'est des prochaines évolutions? La problématique du numérique, de l'accessibilité numérique pour pouvoir accès au service. Ouais, alors ça, c'est pas dans tous les cas, il y aura du numérique. Pour l'instant, toute la partie réservation se fait sur application ou sur ordinateur. C'est un site internet, hein, c'est une web app, mais il faut quand même se créer un compte sur un site internet et puis ensuite aller au casier, taper son code, récupérer l'équipement. Demain, on pourrait peut-être faire en sorte qu'on puisse réserver sur les casiers au niveau de l'écran, mais enfin, il faudrait quand même aller sur l'écran. Je ne vois pas là comment on pourrait faire pour le rendre complètement non numérique, quoi. Alors après, pour l'instant, est-ce que c'est un enjeu? Je ne sais pas. On n'a pas encore déployé dans des résidences seniors. Quand même, de plus en plus de gens à 60-70 ans aujourd'hui sont habitués à Internet. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup Yann. Avec plaisir. Merci Yann. Je vous invite, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat. On prendra un petit temps à la fin du webinaire pour répondre aux questions auxquelles on n'a pas répondu pendant les présentations. Et je vous propose maintenant de passer à la partie numérique avec Johan qui va nous parler d'Ecotic. Oui, bonjour. J'ai créé, comme je le disais tout à l'heure, Ecotic en 2020. Et en fait, il s'agissait d'un redémarrage pour moi. En fait, j'étais déjà dans cette activité, dans le même type d'activité auparavant. Et j'en ai profité pour repenser le modèle parce que je m'étais un peu endormi, en fait, sur le modèle économique. Et notamment, en fait, il fallait que je me reconnecte à mes valeurs. J'ai 50 ans et je me suis rendu compte qu'on gaspillait beaucoup dans le domaine dans notre métier, dans le domaine du numérique, en termes d'usage, en termes de matériel, etc. Et que si on n'allait pas vers nos clients pour réfléchir avec eux comment optimiser tout ça,
c'est pas eux qui lançaient les sujets, en tout cas au niveau des TPE, PME. On adresse essentiellement les TPE, PME. Et parce que, en fait, bah, effectivement, sur ces sujets-là, parce que les grands groupes, en fait, sont déjà très organisés dans ce domaine-là, notamment sur la récupération de matériel, de déchets électroniques, la réaffectation à des associations, les dons, etc. Au niveau de la TPE-PME, aucune démarche n'est mise en œuvre sans accompagnement. On a également en fait parmi nos clients des établissements scolaires, voilà, donc et des collectivités locales, des petites collectivités locales, des petites mairies. Donc l'idée ça a été de trouver en fait ce qui était le plus impactant dans le numérique, en fait, sur quoi on pouvait agir pour apporter quelque chose vraiment un impact positif voilà, autour du numérique responsable. Et donc, en fait, le numérique responsable, en gros, c'est... je vais pas reprendre la définition, je vais aller très vite dessus, mais en fait, en gros, les mots-clés, en fait, il faut retenir qu'on parle aussi d'éco-conception, comme en a parlé tout à l'heure Samuel. On parle de sobriété aussi, la sobriété numérique, en fait, donc c'est adapter les usages, moins consommer quand on le peut. On parle de durabilité, on en a parlé tout à l'heure aussi, en fait, effectivement, c'est de dire que ben voilà, il faut allonger notamment la durée de vie des produits et puis après envisager une sortie propre après leur utilisation. On parle aussi d'efficience énergétique, donc c'est consommer moins, faire en sorte que, voilà, pour prendre un exemple, en fait, on s'aperçoit qu'en fait, chez nos clients, quand on regarde les baies informatiques, on a des équipements qui tournent plus depuis des années et qui sont encore branchés et fonctionnels, d'anciens serveurs, etc., qui ne sont plus utilisés depuis des années. Et puis après, on parle aussi de gouvernance responsable. En fait, c'est au sein d'une entreprise, notamment, c'est d'élaborer des stratégies, notamment en termes d'achat, en termes de gestion des parcs informatiques, etc., pour donner enfin, voilà, pour permettre un accompagnement plus responsable. On va passer au slide suivant, c'est juste très, très vite aller sur les chiffres en fait à l'échelle du monde. En fait, le numérique responsable à l'échelle du monde, ça représente 40% du budget annuel soutenable d'une personne. Donc le budget annuel soutenable d'une personne, c'est en fait la quantité d'impacts environnementaux qu'un humain peut avoir pendant un an sans dépasser les limites planétaires. 40%, c'est énorme parce que après, il nous reste boire, manger, se loger. Donc, si 40% est dû au numérique, voilà, c'est un chiffre qui peut faire peur. On a 6 équipements en moyenne par personne, ce qui est aussi important. Donc, on a des montres connectées, tablettes, téléphones, ordinateurs, quelquefois 2 ordinateurs, un pour la boîte et un en perso. Ce qui est, voilà, aussi un sujet en fait. Et le numérique responsable, le numérique mondial émet autant de gaz à effet de serre que la France tout entière pendant un an. Voilà. Donc 5,5 fois ce que émet la France pendant un an, voilà, au niveau du numérique responsable, pardon. Et pour prendre le sujet de l'intelligence artificielle qui est à la mode en ce moment, en fait, ça représente déjà 4% des émissions des gaz à effet de serre au niveau du numérique. Donc, c'est plus que tous les ordinateurs et tablettes voilà, en termes de gaz à effet de serre. Au niveau de la France, oui, non, voilà. Donc, au niveau de la France, on est un pays riche. On a 10 équipements par utilisateur contre 6 au niveau mondial. Voilà. Et la consommation électrique du numérique en France représente actuellement jusqu'à 12% de la consommation électrique totale française. En fait, au niveau du cycle de vie des matériels numériques, on a autant de déchets annuellement que la quantité, enfin les déchets ménagers sur une année. Voilà. Donc c'est en fait voilà, on a autant de déchets électroniques que de déchets classiques. Voilà. Donc en fait, on a
quand j'ai lancé Ecotic, ben, je me suis dit, alors la première idée, c'était d'accompagner les entreprises en fait dans une démarche numérique responsable. C'était éventuellement donc de leur vendre de la prestation là-dessus, sur ce sujet-là, pour les conduire à avoir des usages plus responsables de leur outil informatique. Et puis, je me suis rendu compte, bah, de toute manière, au niveau à l'échelle de la TPE-PME, il n'y avait pas de budget pour ça. On n'est pas sur les grandes entreprises et aussi quelquefois dans le domaine public, ben, il y a des budgets RSE, etc., qui permettent effectivement voilà, de construire des gouvernances sur ces sujets. À l'échelle de la TPE-PME, vouloir faire payer ce service-là, ce n'était pas possible. Donc en fait, j'ai réfléchi comment on pouvait avoir un impact le plus positif possible, tout en permettant justement plutôt des économies à nos clients que de leur faire dépenser de la prestation. Et je me suis rendu compte, en fait, c'était déjà le cas avant d'être sur le projet d'Ecotic, mais je me suis rendu compte que les entreprises jetaient laissaient beaucoup de matériel dans leur placard, en fait, des matériels obsolètes qui n'étaient plus utilisés, au lieu de les remettre en circulation, au lieu de les réutiliser, en fait, ils les gardaient au cas où, en fait, potentiellement un jour, pour un stagiaire, il pouvait être utile voilà, donc il y avait en fait un stockage de matériel inutilisé qui était très important. Et c'est le cas également dans les lycées. On s'aperçoit aussi au niveau des TPE-PME ben, qu'en fait, on remplace le matériel trop facilement. En fait, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un petit truc qui ne marche pas ou une lenteur sur un matériel, on ne va pas chercher à réparer, mais on va plutôt chercher à remplacer le matériel à neuf. Voilà. On s'aperçoit aussi qu'on a des fabricants d'équipements numériques ben, qui poussent à la dépense. Là, c'est le cas de nouveau pour l'intelligence artificielle, où les grands constructeurs de matériel informatique ont dit on va mettre une puce dédiée à l'intelligence artificielle, donc maintenant il est temps de remplacer tous vos ordinateurs. On multiplie les équipements pour un même usage. On peut parler d'une tablette, d'un ordinateur. Enfin, quand on a deux ordinateurs, finalement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions en fait, à l'échelle d'une entreprise pour permettre une utilisation personnelle des ordinateurs en sécurisant? Enfin, c'est une réflexion à mener. On l'a menée avec certains clients. Et puis après, on a des fonctionnalités ou des outils redondants ou inutiles à foison sur les parcs informatiques. Voilà. Donc, on a défini une stratégie 5R, voilà, très simple à comprendre. En fait, refuser, refuser, c'est dire que en analysant les besoins de nos clients, on peut en fait les aider, les accompagner et à leur dire que finalement, ils n'ont pas besoin de ce qu'ils nous ont demandé, en fait, qu'ils n'ont pas besoin, par exemple, de réinvestir dans un nouveau matériel, qu'on a d'autres solutions à leur proposer en alternative. Et ça, c'est que en analysant leurs besoins, en écoutant leur méthode de fonctionnement, qu'on peut les accompagner là-dessus. Réduire, en fait, ben, c'est réfléchir à établir la réelle utilité d'un service, par exemple, ou d'une option d'installation logicielle, de nouveaux logiciels, etc., par rapport aux besoins. Donc, essayer de réduire les usages du numérique quand ils ne sont pas forcément utiles ou qui n'apportent pas une productivité intéressante. Ensuite, réparer, ben, ça c'est le cœur de notre valeur ajoutée, c'est qu'en fait, nous, on préfère effectivement proposer à nos clients de réparer leur matériel plutôt que de le changer quand il y a des pannes, et on essaye d'aller le plus loin possible, c'est-à-dire qu'effectivement, sur les portables, bon, on peut changer les dalles d'écran, changer les disques durs, changer les barrettes mémoire, enfin, on va le plus loin possible dans la réparation des matériels. Et après, on incite beaucoup sur la réutilisation, donc réutiliser. L'idée, c'est qu'en fait, effectivement, bah, quand un matériel est obsolète pour une entreprise, enfin, est considéré comme obsolète pour une entreprise ou alors qu'elle n'en a plus besoin parce que
son effectif s'est réduit, et ben, c'est de l'accompagner en fait d'accompagner l'entreprise pour lui permettre que ce matériel soit réutilisé soit au sein de l'entreprise, soit par exemple pour les salariés, sous forme de dons pour les salariés, soit effectivement sous forme de dons pour des associations, des établissements scolaires, etc. Voilà. Et donc, dans cette démarche, en fait, on est allé aussi sur la partie recyclage, puisqu'en fait, on a fait un partenariat avec Écologique, où quand on récupère du matériel, en fait, et qu'il ne peut pas être reconditionné, qu'il est inutilisable, ben, effectivement, il faut que ça parte en déchets électroniques. Et donc, nous, avec Écologique, en fait, en gros, quand on récupère du matériel, on indique en poids combien on a récupéré de matériel, et en sortie, combien on a réussi à reconditionner en poids toujours, voilà, et le reste part en déchets électroniques et est emporté par Écologique, voilà. Donc on peut passer à la slide suivante. Ouais. Alors, est-ce que c'est rentable pour nous? Ben, en fait, est-ce que c'est rentable pour nous et puis est-ce que c'est rentable aussi pour nos clients? Alors nous, on vend moins d'équipements neufs. Ça, c'est certain, c'est clair et certain, et ça se voit dans les chiffres. J'ai comparé les chiffres d'Ecotic avec mes précédentes structures. C'est évident. Voilà. Mais d'une part, en fait, on a sur la partie réparation, la vente d'équipements reconditionnés, on a des marges qui sont préservées, donc qui compensent la baisse de vente de matériel. Et puis, d'autre part, en fait, on s'aperçoit que la relation de confiance qu'on établit avec nos clients, justement, en leur faisant dépenser moins sur la partie matérielle, etc., ben, ça se traduit souvent par une réaffectation des budgets effectivement sur la prestation, notamment en fait pour des prestations d'accompagnement pour plus d'efficience, etc. Donc voilà, donc on compense très bien notre activité là-dessus. Et à l'échelle de l'entreprise, ben, c'est toujours à l'échelle de nos clients, c'est toujours rentable effectivement de partir sur du reconditionné. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Ouais. Donc, je vais passer assez vite parce que je pense que je suis un peu juste dans le timing. Donc, on va faire rapidement. En fait, l'exemple concret, c'est les lycées, en fait, où effectivement, on a travaillé sur le réemploi, la remise à niveau, la réparation et la meilleure gestion de fin de vie des produits. En fait, parce qu'on s'est aperçu qu'au niveau des lycées, en tout cas sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, en fait, en tout cas sur l'Académie de Lyon, on a un gros déficit sur ces sujets-là. Et que, en l'occurrence, on est parti effectivement, notamment avec un des plus gros lycées de Lyon. On peut passer à la slide suivante, en fait. Ouais. Du coup, c'est le lycée La Martinière à Lyon. Et on a, pour dire, en 2024, on a réussi à reconditionner et à mettre à niveau 280 postes informatiques, ce qui pour nous, à notre échelle, est très important. Donc, c'est du matériel qui est parti soit effectivement au personnel, avec simplement une petite participation au coût de reconditionnement de la part du personnel, soit en extérieur ou qui a été réaffecté en interne. Il faut savoir qu'en fait, au niveau des lycées, on a ce problème-là, c'est que la région en fait, fait des dotations de nouveaux matériels, mais ne se préoccupe pas du tout de la sortie des anciens matériels. Et que nous, du coup, c'est cette valeur ajoutée qu'on a amenée sur maintenant 5 lycées autour de Lyon. Pour éviter ce gaspillage. Voilà. Il n'y avait pas de sortie non plus de matériel en déchets électroniques. Donc, en fait, le matériel obsolète, notamment on a des exemples de matériel obsolète qui étaient là depuis 30 ans dans un lycée, en fait, dans un grenier, dans un lycée dans le centre de Lyon. Voilà. Et dans notre stratégie, effectivement, on intègre d'autres solutions, effectivement, notamment de la mise en place de solutions de gestion des impressions, en fait, voilà, qui permettent notamment de réduire significativement les parcs informatiques. Voilà. Donc, ça, on peut passer, effectivement, de toute manière, on les connaît. Voilà. Juste pour finir, effectivement, pour la petite anecdote, en fait, l'intelligence artificielle, dans les data centers actuellement, c'est 2,5% des serveurs. Voilà, c'est des chiffres de 2024. Et alors que ça représente 18,5% de la consommation électrique totale des data centers. Donc, ce qui est énorme. Voilà. Il va falloir bien travailler sur ces sujets-là. Alors, on parle, on m'a offert un bouquin hier, en fait, sur l'inverse, ce que l'intelligence artificielle peut apporter au numérique responsable. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire,
Mais voilà, il va falloir être attentif à ces sujets parce que là, on part dans des fonctionnements qui vont pas être soutenables par la suite. Voilà. Merci. Voilà. Merci pour tous ces éléments. Tu as mis un peu de documentation. On vous enverra Ouais. les liens pour que vous puissiez y accéder. Moi, j'ai peut-être juste une question à vous trois. Là, on voit bien qu'on est sur des changements de modèle, c'est-à-dire à la fois, vous proposez des choses nouvelles, que ce soit, on l'a vu, hein, de la circularité avec l'entreprise DAU, de l'augmentation de la durée de vie avec l'entreprise de Johan Ecotic et Yann avec les biens en commun sur l'intensification d'usage. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des difficultés par rapport à la compréhension du client et à une modification de sa manière de consommer ou d'utiliser? Bon, moi, une des craintes que j'ai eues de la part de mes clients, c'est que, en fait, notamment sur la partie reconditionnée, effectivement, allonger les usages, c'est le risque de panne accru. Voilà. Et donc, il a fallu que je rassure, notamment en fait sur le matériel qu'on reconditionne, eh ben, on met des garanties qui sont les mêmes que sur le neuf. On considère qu'on peut le faire. Voilà. Déjà, effectivement, mais il y a des craintes sur la durée de vie des matériels qui sont reconditionnés, ça c'est certain. Et Bruno, toi, tu disais? Moi, la difficulté ou les décalages qu'il peut y avoir, c'est entre la personne avec qui je suis en contact, qui est souvent venue nous rencontrer à l'atelier, qui comprend l'ensemble de la démarche et à qui on a pu expliquer les limites de ce qu'on faisait et puis expliquer qu'il y aurait des traces parce que le bois est un bois de réemploi qui a déjà eu une première vie. Et les utilisateurs qui reçoivent le mobilier qui attendaient une chaise du marché classique et qui, eux, n'ont pas eu tous les éléments de l'histoire et qui peuvent ne pas comprendre pourquoi ils reçoivent ces éléments-là s'il n'y a pas eu une bonne communication en interne. Ou alors des gens qui veulent du mobilier d'AU parce que le design leur plaît, mais qui voudraient gommer justement les reliefs de la première vie du bois. Et là, on est obligé de leur dire que non, on ne peut pas faire de la magie. Ou des gens qui veulent bien des panneaux de réemploi, mais de la couleur rêve 12 014 18. Et là, je leur dis, bah oui, bah nous, on a du grège, du bleu et du blanc, et il faudra trouver dans ces trois-là, sinon, c'est plus vraiment du réemploi, quoi. Donc, il faut toujours expliquer que le réemploi a ses avantages et aussi ses limites. Mais petit à petit, il y a quand même une éducation et puis une prise de conscience des gens qu'on peut pas, voilà, c'est pas du neuf et qu'il y a un temps de production aussi. Donc, Il faut sensibiliser, hein, rééduquer les gens à des modes de production en local. sensibiliser, informer, convaincre pour vous deux, si je comprends bien. Yann, peut-être des compléments là-dessus? Comment ça se passe? Parce que c'est quand même un modèle un peu nouveau aussi. Ouais, c'est sûr que moi, quand j'avais fait mes sondages ou quand on fait des sondages toujours à la demande de gestion à lieu de vie, ce qui ressort en principal un peu en jeu, c'est est-ce que les équipements sont propres, est-ce que les gens rendent les équipements propres, est-ce que les autres sont respectueux. C'est un peu toujours la même chose, hein. Quand on demande aux gens ce qu'ils pensent des autres, tous sont des cons, et quand on se demande à soi-même, nous, on est respectueux. Bon, après, est-ce que ça a un impact? J'imagine que oui, certainement, mais c'est très dur à mesurer puisque nous, les personnes qu'on contacte, c'est des gens qui se sont inscrits et qui s'en servent et donc qui sont contents de s'en servir. Certains nous disent en revanche qu'ils sont prêts à s'en servir pour certains équipements, mais pas pour d'autres. Donc typiquement, bricolage, il n'y a pas de souci, jardinage, il n'y a pas de souci, le vidéoprojecteur, pas de problème. Mais quand on va venir toucher des appareils raclettes, déjà, bon, peut-être que, mais d'autant plus si c'est du matériel de cuisine. Ou l'aspirateur, on a aussi pu avoir des gens qui nous disent, ben non, l'aspirateur, c'est quelque chose de très personnel, je ne veux pas de la saleté des autres chez moi, etc. Donc, bon, ça, ensuite, on ne peut pas faire grand-chose, hein. C'est un changement d'habitude, c'est un pari sur le fait que les gens vont adhérer ou pas. Nous, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de faire en sorte que les équipements soient le plus propres possible. Mais en même temps, on ne peut pas intervenir entre chaque location, sinon il n'y aurait aucun modèle économique. Donc, on reste quand même grandement basé sur le fait que les gens soient respectueux et on parie là-dessus.
Ensuite, est-ce que l'évolution des mentalités va suivre assez vite? On va le découvrir. Mais c'est sûr qu'on revient, de toute façon, le plus pratique restera toujours, si on a les moyens, d'une certaine manière, d'acheter du neuf. Je pense. Donc, nous qui proposons des alternatives, on peut que faire au mieux en essayant éventuellement de trouver des choses que le neuf ne proposera pas, effectivement. Donc, nous, c'est typiquement proposer d'avoir accès à plus et à mieux que ce que vous pourriez avoir si vous achetiez. De l'équipement professionnel au lieu d'équipement, on va dire, B2C classique. C'est ça. Là, on a eu un retour ce matin d'une personne qui disait j'ai trouvé un peu cher de louer 7 € votre appareil à raclette pour 24 heures. Bon, pas si cher qu'on regarde par ailleurs. Mais la personne disait parce qu'on peut acheter un appareil à raclette à 20 € aujourd'hui ou 30 €. Et bon, nous, notre réponse, c'était oui, tout à fait. Mais l'appareil à raclette qu'on vous met à disposition, ce n'est pas un appareil à 20 €. Donc ensuite, voilà, je pense qu'en tout cas pour nous, on ne pourra jamais lutter contre du matériel low cost. Ça, c'est très clair. Il n'y a aucun intérêt économique pour une personne de louer notre matériel plutôt que d'acheter du low cost. Il faut jouer sur le reste. C'est du matériel de qualité, plus efficace, vous désencombrez, vous avez quand même accès à plus parce que vous ne pouvez pas acheter tout le matériel low cost sur la Terre, etc. Mais on n'est pas compétitif par rapport à un appareil à raclette à 20 € ou 30 €, quoi. Est-ce que Yann, tu as dans tes consommateurs, est-ce que tu as une idée un petit peu de la répartition des âges? Non, parce qu'on ne demande pas. D'accord. On demande très très peu de choses. Vous pourrez aller voir. On demande le genre. Je ne sais pas pourquoi on demande le genre. Ça devait être par défaut dans le formulaire. Après, ça nous aide quand on envoie du marketing. On dit madame ou monsieur comme ça. Mais non, on ne demande pas. Donc là même, on va lancer une enquête là en début de semaine vers tous nos utilisateurs ces 3 dernières années en leur posant un certain nombre de questions, notamment pour essayer d'évaluer, ce qui est très compliqué, le non-achat que l'on génère. Parce que c'est fondamental, on peut avoir un sacré effet rebond avec notre schmilblick. Et dans ce cas-là, on aura un impact environnemental négatif. Donc, il faut essayer d'évaluer combien de personnes qui n'auraient pas loué chez nous auraient acheté. Et donc là, on va notamment poser des questions un peu plus précises sur qui vous êtes, votre âge, votre catégorie socio-professionnelle, etc. Donc, on aura des éléments dans quelques semaines par rapport à ça, mais pour l'instant, on a très peu. J'ai une question là qui arrive dans la question-réponse. Je pense qu'elle est valable pour vous trois, puisque c'est comment vous mettez en place. Alors, pour Ecotic, la question la plus précise, c'est le matériel informatique qui n'est pas maintenu par les fabricants. Comment vous arrivez à le maintenir? Pour Yann, comment tu répares ou pas le matériel qui est mis à disposition? Et pour Bruno, est-ce qu'il y a un service de suivi après-vente de réparation et de maintien? Je peux prendre la main. Nous, on travaille en économie circulaire et on était très local. Et mon ambition, c'est d'avoir des très bons rapports avec tous les clients qu'on côtoie. Et dans la mesure où on ne demande pas des choses impossibles, on assure un SAV sur notre mobilier et on essaye d'être très réactif, c'est pas toujours facile. Et les éléments de mobilier sur lesquels on a le plus de problèmes, c'est les chaises qu'on n'a pas fabriquées. Parce qu'en fait, quand on vend un bureau ou une table de réunion, les gens nous demandent de sourcer des chaises et j'ai du mal à sourcer des chaises de bonne facture fabriquées en France. Du coup, on propose des chaises qui viennent de plus loin. C'est souvent sur ces éléments-là qu'on a des mauvaises surprises. Et après, toutes les pièces de notre gamme catalogue, elles sont standardisées, donc on peut les changer en cas de problème, mais c'est rare. Comme dit les CGV, que dans des conditions normales d'utilisation, notre mobilier, on l'a éprouvé en fait, on travaille le bois avec ses limites au départ, donc dans un usage normal, les bureaux Je te vieillissent. rassure, Bruno, j'ai rien cassé encore. Pas rien cassé, voilà. Bon. Donc non, mais en fait, si la demande est formulée et qu'on constate que c'est sur un modèle ou qu'il y a un défaut de conception de notre part, on réagit. Et l'idée, c'est de pas de vendre un bureau différent et de dire non, il n'y a personne si jamais vous rencontrez le moindre problème. C'est pas concevable de mon point de vue. Moi, je veux pouvoir
traverser Annecy ou plus loin sans avoir à me cacher parce que je croise un client, c'est pas du tout ma conception de l'économie circulaire. Johan, Après, de ton pour côté, l'impossible, il y a toujours un délai plus long. De mon côté, moi, je vais parler un peu de l'obsolescence logicielle, notamment en fait sur les équipements informatiques qu'on subit, là, notamment en fait sur les produits Apple, Mac, etc. Au bout d'un certain temps, ben, on peut plus mettre à jour son OS. Et donc, du coup, en ne mettant plus à jour son OS, on peut plus mettre à jour tel ou tel applicatif, etc. Donc voilà. Alors que les matériels continuent à tourner très bien. Donc, moi, j'ai des Mac voilà, que j'ai donnés qui tournent encore chez des amis. Et là, du coup, il faut s'attacher aux usages, en fait. Donc, réfléchir aux usages du matériel et voir sur quel usage, en fait, ces matériels-là peuvent encore répondre. Et notamment, par exemple, les Mac. Moi, j'ai des Mac là, qu'on a proposés pour un lycée. En fait, des iMac avec des grands écrans enfin, très confortables. En fait, ils utilisent la suite Adobe. Et la suite Adobe, effectivement, bah, elle ne fonctionne plus. La suite Adobe sur abonnement qu'on a maintenant ne fonctionne plus dessus. Mais par contre, on a des suites Adobe de l'époque sur CD qui sont encore valides, etc. Et par rapport à leurs usages, ça convient. Donc, c'est pareil, le matériel, les matériels informatiques, enfin, les PC qui ne peuvent plus accepter les dernières versions de Windows et qui bloquent effectivement sur certains applicatifs, on peut éventuellement les proposer en Linux. On peut effectivement, ou alors garder voilà, des solutions alternatives qui nous permettent de peut-être revoir l'usage. Ça ne sera pas un usage complet, mais quoi qu'il en soit, le matériel peut encore servir. Voilà. et de ton côté, Yann, pour terminer sur la maintenance et la réparabilité, comment ça se passe avec les biens en commun? Nous, comme je l'ai dit, on n'intervient pas entre chaque location, il n'y aura aucun modèle économique. Donc, on fait quand même grandement confiance au respect du matériel. Après, on est quand même capable de savoir si un matériel a été rendu et s'il n'a pas été rendu, de contacter la personne, évidemment. Et si on assure une tournée d'inspection mensuelle en général, préventive, soit nous, soit des partenaires. Moi, l'idée, c'est vraiment de travailler avec des structures de réinsertion professionnelle sur les différents territoires sur lesquels on est. Et puis si ensuite c'est plutôt un utilisateur qui descend au casier et qui récupère un appareil sale ou cassé, qui nous signale, ben, on retrouve la personne précédente, on peut lui saisir une caution. Dans les endroits publics, on met en place une empreinte de carte bancaire. On ne le met pas forcément dans les endroits privés parce qu'on considère que c'est plus facile de retrouver quelqu'un. Et il faut voir qu'une empreinte de carte bancaire, c'est une contrainte de plus dans le parcours utilisateur. Donc si on peut l'éviter, il vaut mieux, toujours dans cette optique de lever les contraintes, lever les contraintes, lever les contraintes. Puis au-delà de la contrainte, un petit peu un clic de plus, pour un certain nombre de personnes, bah, une empreinte carte bancaire de 200, 300, 400 euros, c'est pas négligeable. Donc, on peut saisir une caution. Évidemment, taper sur la personne précédente, c'est bien, mais la personne suivante, elle est devant son équipement qui est cassé, qui est sale, etc. Donc, il faut absolument éviter ça. Et pour éviter ça, on ne peut jouer, je pense, que sur le fait que les gens soient respectueux. Et pour ça, au-delà du fait que les gens le sont de base, là, comme je vous l'ai dit, vraiment essayer de les impliquer le plus possible. Alors, on fait ce qu'on peut aujourd'hui, on est une petite équipe, mais en grossissant, moi, j'ai prévu d'avoir des personnes dans l'équipe qui soient community manager d'une certaine manière, où on essaie d'inclure la communauté dans la service avec des ambassadeurs, des référents, organiser des soirées raclette, etc., 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 pour qu'ils s'approprient, pour que ça devienne leur service, même si concrètement, ce n'est pas le leur en termes de propriété, et qu'ils soient plus respectueux, quoi. Merci pour tous ces éléments. Je vous propose de clôturer le webinaire parce que c'est 2 heures et je pense que tout le monde bascule sur ces réunions. Peut-être quelques éléments de conclusion, Florence? Oui, bah déjà, je voulais remercier nos 3 intervenants parce que je pense qu'on a eu de belles illustrations des transformations qui sont en cours sur la partie environnementale et sociétale. Donc, merci à tous les 3. Je vous ai remis dans le chat pour les prochaines formations Green to Market, si vous souhaitez vous inscrire, une adresse mail où vous aurez toutes les informations à la fois sur les contenus, sur les éventuels financements possibles, puisque ces formations sont Calliope et sont financées en partie par des OPCO, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Toujours le livre Green to Market, bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus sur la méthode. Et puis, avec Samuel, on accompagne les entreprises dans leurs projets concrètement, hein, avec des approches sur mesure.
Donc voilà, on reste à votre disposition si vous souhaitez aller un peu plus loin. Merci en tout cas pour ces explications et ces interventions très riches aujourd'hui. Bon, et félicitations surtout, parce que c'est quand même des nouveaux modèles, ça demande de l'investissement, on l'a vu, de la pugnacité, je pense. Et voilà, et beaucoup d'efforts, d'information, on l'a dit, de rassurer, et donc ça nécessite un positionnement marketing fort sur les offres. Merci Bon. beaucoup. Ben, merci à vous, Bon après-midi. et puis bonne fin de semaine à tous et toutes. Au Et à revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir, merci. On peut peut-être se faire un petit point. Je vous fais une petite invitation pour faire un petit point de débrief 10 minutes, Ouais. tranquillement. Parce que autrement, ça finit un peu dur. Problème. Je vous envoie ça. Je vous fais une petite invitation dans le Teams. Ça marche. Ça marche.